Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée au sujet du droit international et à l'administration internationale des territoires. Je suis ravi de vous guider à travers un certain nombre de concepts, parler de manière générale euh, sur l'ensemble des sujets du droit international et particulièrement la personnalité juridique. Donc, comme on l'a précisé dans notre petite introduction, la personnalité juridique en droit international se réfère à la capacité d'une entité à être titulaire de droits et de devoirs au sein du système international. En d'autres termes, il s'agit de la reconnaissance d'une entité qu'une entité peut participer aux relations internationales de manière significative en concluant des traités, en participant à des organisations internationales et en étant tenu responsable de ses actions conformément aux normes internationales. Alors, l'importance de la capacité de faire valoir et d'appliquer des droits ne peut être surestimée. Donc, cette capacité permet aux institutions, aux groupes, d'agir sur la scène internationale de manière légitime et efficace. Par exemple, un État reconnu peut conclure des accords internationaux, adhérer à des organisations internationales et bénéficier de la protection du droit international. De même, une organisation internationale dotée de la personnalité juridique peut mettre en œuvre des programmes, adopter des résolutions contraignantes pour ses membres et même intervenir dans des conflits pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Pour mieux comprendre ce concept, examinons quelques exemples de personnalité juridique dans le droit interne. Dans les systèmes juridiques nationaux, les individus, les sociétés à responsabilité limitée, les corporations des publics, les entreprises publiques sont reconnues comme ayant une personnalité juridique. Cela leur permet de posséder des biens, de conclure des contrats, etc. Et de manière similaire, au droit international, les États, les organisations internationales et dans certains cas, les individus aussi possèdent une personnalité juridique qui leur permet de participer aux relations internationales. Alors, les individus peuvent également posséder une personnalité juridique bien entendu limité au droit international. Par exemple, en matière de droits de l'homme, les individus peuvent porter plainte contre des États devant des tribunaux internationaux tels que la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, en matière de justice pénale internationale, des individus peuvent être jugés et tenus responsables des crimes internationaux tels que le crime de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Les sociétés et les corporations bien que n'étant pas des sujets de droit international, jouent un rôle important en participant à des activités transnationales qui peuvent être régies par le droit international. Elles peuvent être faire partie à des accords commerciaux internationaux, être soumis à des régulations internationales en matière de commerce, d'environnement, d'investissement, etc. Donc, cette notion de personnalité juridique est une notion essentielle et qui permet à diverses entités de jouer un rôle actif sur la scène internationale. Alors, il existe un certain nombre de perspectives sur la question de la personnalité juridique en droit international. Traditionnellement, le droit international classique considérait les États comme les seules entités pleinement dotées de la personnalité juridique. Cependant, cette vision il a évolué avec le temps pour inclure d'autres acteurs, comme on l'a précisé, tels que les organisations internationales, les mouvements de libération nationale et certains cas des individus.
Les États demeurent tout de même les principaux sujets du droit international jouissant d'une pleine personnalité juridique qui leur permet de conclure des traités, de devenir membres d'organisations internationales, de revendiquer un certain nombre de droits et devoirs sur la scène internationale. Un élément très important, l'élément d'applicabilité du droit international est fondamental pour déterminer la personnalité juridique au droit international. Pour qu'une entité soit reconnue comme ayant une personnalité juridique, elle doit être capable de faire valoir et de protéger ses droits au niveau international. Cette capacité inclut la possibilité de conclure des accords, de participer aux procédures judiciaires et de bénéficier de la protection du droit international. L'applicabilité du droit implique également que l'entité en question soit sujette à des obligations internationales aussi. Par exemple, les États doivent respecter les traités internationaux auxquels ils sont partis. Les organisations internationales doivent se conformer à leur statut et aux règles internationales applicables. Avant de déterminer si une entité possède une personnalité juridique internationale, plusieurs facteurs doivent être ainsi pris en compte. Ces facteurs incluent premièrement la reconnaissance internationale, la reconnaissance par d'autres États et des entités internationales que jouent un rôle très important. Une entité doit être reconnue comme ayant une capacité légale à agir au niveau international. Il y a aussi le critère d'effectivité. L'entité doit démontrer une capacité effective à gouverner ou à administrer un territoire ou une population. Cela inclut la capacité d'adopter et d'appliquer des lois, de maintenir l'ordre public, de gérer les relations internationales, etc. Des considérations juridiques et politiques. Un certain nombre d'aspects juridiques et politiques sont également très importants. Par exemple, les mouvements de libération nationale peuvent être reconnus comme ayant une personnalité juridique limitée dans le contexte de la lutte pour l'autodétermination. Aussi, donc, vous avez la capacité de conclusion des accords. Donc, l'entité doit pouvoir conclure un certain nombre d'accords internationaux, ce qui nécessite une reconnaissance implicite de sa personnalité juridique par les autres contractants, les autres parties contractantes. Par ailleurs, le droit international reconnaît un large éventail de participants dotés de personnalités juridiques, chacun jouant un rôle spécifique dans le maintien de l'ordre international et la régulation des interactions entre différents acteurs. Ces participants, ils incluent, comme on l'a précisé tout à l'heure, premièrement, c'est les États. Les États sont les acteurs primordiaux du droit international. Ils possèdent une personnalité juridique complète leur permettant de conclure les traités, de devenir membre, d'exercer des droits souverains, etc. Et leur reconnaissance est généralement universelle. Ils sont soumis à des obligations internationales tout en jouissant d'un certain nombre de droits. Les organisations internationales, telles que les Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation mondiale du commerce, etc., jouent aussi des rôles très importants dans la coopération internationale et la régulation des relations entre États. Elles possèdent une personnalité juridique distincte qui leur permet de conclure des accords, participer à des litiges et d'exercer des fonctions administratives et réglementaires. Les ONG, bien qu'elles n'aient pas le même statut que les États ou les organisations internationales, ils jouent quand même un rôle de plus en plus influent dans le droit international. Elles participent à la promotion des droits de l'homme, à la protection de l'environnement, à des causes globales et d'autres causes globales. Donc, l'ensemble des organisations non gouvernementales, comme le Comité international de la Croix-Rouge, bénéficient d'un statut spécial, leur conférant une personnalité juridique limitée en droit international. Vous avez aussi les entreprises publiques et privées. Les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, sont également reconnues en droit international, notamment dans le domaine du droit commercial international et de l'investissement. Elles peuvent conclure des contrats internationaux participant à des arbitrages internationaux et sont soumis à des réglementations internationales telles que les règles de l'Organisation mondiale du commerce et les accords bilatéraux d'investissement. Vous avez aussi, en dernier lieu, les individus qui sont de plus en plus reconnus comme sujets du droit international, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Ils peuvent porter plainte devant les tribunaux internationaux comme la Cour européenne des droits de l'homme. Ils sont protégés par divers traités internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, outre les entités dotées de personnalité juridique, il existe des acteurs non étatiques influents, bien qu'ils ne soient pas formellement reconnus comme des personnes juridiques en droit international, exercent une influence significative sur la relation internationale. Ces entités peuvent être les mouvements de libération nationale, donc, comme
l'Organisation de libération de la Palestine, ces organisations peuvent obtenir une reconnaissance internationale limitée, leur permettant de participer à des négociations internationales et de représenter leur peuple sur la scène internationale. Donc, cependant, leur statut juridique reste souvent contesté et dépend de la reconnaissance par d'autres États et organisations internationales. Alors aussi, vous avez des entités subétatiques de certaines régions ou entités subétatiques telles que le Kurdistan irakien ou le catalan, parfois exercent un degré d'autonomie significatif et participent aux relations internationales. Donc, leur reconnaissance et leur capacité à agir en tant qu'acteurs internationaux dépendent largement de leur statut constitutionnel au sein de leur État et de la reconnaissance internationale. Alors, vous avez aussi les acteurs transnationaux, donc les réseaux transnationaux comme les groupes de pression ou les coalitions d'ONG jouent des rôles importants dans l'influence des politiques internationales et la mobilisation de l'opinion publique mondiale. Bien qu'ils ne possèdent pas de personnalité juridique en tant que telle, leur capacité à influencer les décisions internationales ne peut pas être vraiment sous-estimée. Aussi, que les États sont, comme on l'a précisé, sont les principaux sujets de droit international et possèdent une personnalité juridique complète, ce qui leur confère des droits et des obligations. Cette personnalité juridique, elle permet aux États de conclure des traités, de participer à des organisations, etc. Donc, la reconnaissance de la personnalité juridique des États est fondamentale pour le maintien de l'ordre international. Elle permet de garantir que les interactions entre les États se déroulent dans un cadre juridique structuré où les droits et les devoirs sont clairement définis. Cette reconnaissance est également essentielle pour la paix et la stabilité internationale, car elle établit des normes et des règles communes auxquelles les États doivent se conformer. Alors, il y a la doctrine positiviste orthodoxe du droit international affirme que seuls les États sont des sujets du droit international. Cette perspective a dominé la pensée juridique internationale pendant une grande partie du XXe siècle et selon cette doctrine, les États sont les seules entités capables d'exercer pleinement des droits et des obligations de droit international car ils possèdent la souveraineté. La souveraineté est un principe clé qui confère aux États le pouvoir exclusif de gouverner sur leur territoire et leur population sans ingérence extérieure. Elle leur permet également de conclure des accords internationaux et de participer activement à la communauté internationale. Alors, la doctrine positiviste orthodoxe exclut donc les organisations internationales, les individus, les entités non étatiques de la pleine personnalité juridique en droit international. Alors, bien que les États soient les principaux sujets du droit international, il existe des cas historiques où des entités non étatiques ont été reconnues comme possédant une personnalité juridique limitée. Ces cas illustrent un petit peu la complexité et l'évolution du droit international. Le premier cas, c'est la Ligue des Nations, créée après la Première Guerre mondiale. La Ligue des Nations a été l'une des premières organisations internationales à être reconnue comme une entité juridique distincte. Donc, bien qu'elle n'ait pas possédé la pleine souveraineté d'un État, elle a joué un rôle très important dans la promotion de la paix et de la coopération internationale. Vous avez le Comité international de la Croix-Rouge, une organisation non gouvernementale qui a acquis un statut unique en droit international en raison de ses fonctions humanitaires. Il a été reconnu par les conventions de Genève, ce qui lui confère une personnalité juridique pour remplir ses missions de protection et d'assistance aux victimes de conflits armés. Alors aussi, vous avez l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Même s'il ne s'agit pas d'un État, il a été reconnu comme représentant le peuple palestinien, a obtenu un statut d'observateur à l'ONU. Cette reconnaissance limitée lui permet de participer aux débats internationaux et de conclure un certain nombre d'accords. Alors, les protectorats et les mandats, dans le cadre du système de mandats de la Société des Nations, et plus tard de l'ONU, certains territoires sous administration internationale ont été reconnus comme ayant une personnalité juridique distincte. Par exemple, les mandats confiés aux puissances coloniales pour administrer des territoires en transition vers l'indépendance. Alors, maintenant, la création de la qualité d'État repose sur une interaction complexe entre des critères factuels et juridiques. Les critères factuels se réfèrent à des éléments concrets et observables tels que la population, le territoire et le gouvernement.
Les critères juridiques, quant à eux, concernent la reconnaissance et l'acceptation de ces éléments par la communauté internationale. Alors, les critères factuels incluent la nécessité d'avoir une population permanente, un territoire défini, un gouvernement effectif et la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Donc, ces éléments doivent être présents pour qu'un territoire puisse prétendre à la qualité d'État. Cependant, la reconnaissance par d'autres États et institutions internationales joue également un rôle très important. Cette reconnaissance peut confirmer ou renforcer la légitimité de l'État émergent. Vous avez la Convention de Montevideo de 1933, qui est l'une des principales références en matière de définition de l'État en droit international. Elle énonce 4 critères essentiels pour la reconnaissance de la qualité d'État. Une population permanente. Un État doit avoir une population permanente. Il n'y a pas de nombre minimum requis, mais il doit y avoir une communauté humaine stable et identifiable. Un État, deuxièmement, un territoire défini. Un État doit posséder un territoire défini. Les frontières n'ont pas besoin d'être précisément délimitées ou incontestées, mais il doit y avoir une base géographique identifiable sur laquelle l'État exerce son autorité. Alors, un État doit avoir un gouvernement effectif qui exerce un contrôle sur le territoire et la population. Ce gouvernement doit être capable de maintenir l'ordre et d'administrer un petit peu les affaires publiques. Alors, le quatrième critère, c'est la capacité d'entrer en relation avec d'autres États. Donc, un État doit avoir la capacité de nouer des relations diplomatiques et de conclure des accords internationaux. Cela démontre l'indépendance de l'État et sa reconnaissance par la communauté internationale. Donc, ces critères de la Convention Montevideo constituent une norme acceptée internationalement pour déterminer la qualité d'État. Ils sont souvent utilisés pour évaluer les revendications d'indépendance et de souveraineté. Alors, les critères de la commission d'arbitrage de la conférence européenne sur la Yougoslavie, également connue sous le nom de la commission de Badinter, a formulé des critères supplémentaires dans le contexte de la dissolution de la Yougoslavie dans les années 90. Ces critères complètent ceux de la convention de Montevideo en tenant compte des réalités contemporaines et des exigences spécifiques du processus de reconnaissance internationale. Alors, la commission, communauté avec, premier critère, communauté avec territoire et population. Donc, la commission a insisté sur l'existence d'une communauté humaine avec un territoire et une population. Et cela implique une structure sociale et politique identifiable. Alors, l'autorité politique organisée. La présence d'une autorité politique organisée est très importante, puisque cela, ça inclut non seulement un gouvernement, mais aussi des institutions capables de gouverner et de représenter l'État sur la scène internationale. Le respect des droits de l'homme et des minorités. La Commission a souligné l'importance du respect des droits de l'homme et des droits des minorités. Un État doit démontrer son engagement à protéger les droits fondamentaux de ses citoyens, y compris ceux des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. Et un engagement à la non-violence et à la démocratie, l'État doit montrer un engagement à résoudre les conflits par des moyens pacifiques et à adhérer aux principes démocratiques. Cela inclut l'organisation d'élections libres et équitables et la promotion de la participation politique. Pour qu'un territoire soit reconnu comme État, il doit avoir une population permanente. Cela signifie qu'il doit y avoir une communauté humaine stable et identifiable qui réside de manière continue sur ce territoire. Donc la population permanente est essentielle car elle constitue la base sociale et économique de l'État. Et la Convention de Montevideo, 1933, stipule qu'un État doit posséder une population permanente, mais elle ne fixe pas le nombre minimum d'habitants. Ce qui importe, c'est la stabilité et la continuité de cette population qui doit être suffisante pour permettre le fonctionnement d'un gouvernement et le maintien de l'ordre public. Par exemple, les États comme le Monaco, Saint-Marin ont de petites populations, mais leur stabilité et leur continuité en font des États reconnus. Un autre critère, tel qu'on l'a cité tout à l'heure, c'est un territoire défini. Un autre critère très important pour la reconnaissance d'un État, qui implique que l'État doit avoir une base géographique clairement délimitée sur laquelle il exerce son autorité. Ce territoire n'a pas besoin d'avoir des frontières précises et établies
dans tous les cas, mais il doit être identifiable et distinct. Donc, l'importance d'un territoire défini réside dans la capacité de l'État à administrer, gouverner et protéger ce territoire. Cela permet de définir la juridiction de l'État et d'établir les bases de la souveraineté territoriale. Par exemple, malgré les revendications contestées et les conflits frontaliers, de nombreux États sont reconnus sur la base de territoires définis suffisamment clairs pour établir une gouvernance effective. Alors, un État doit avoir une forme de contrôle central ou de gouvernement qui exerce une autorité effective sur le territoire et la population. Cela signifie qu'il doit y avoir des institutions gouvernementales capables de maintenir l'ordre, de promulguer des lois, d'administrer la justice et de fournir des services publics. Le gouvernement doit être en mesure d'exercer un contrôle effectif et d'assurer la stabilité et la sécurité à l'intérieur de ces territoires. Sans un gouvernement fonctionnel, un territoire ne peut être considéré comme un État viable. Par exemple, l'absence de gouvernement effectif dans un territoire en guerre civile ou sous occupation étrangère pose des défis majeurs à leur reconnaissance en tant qu'État souverain. Aussi, la capacité de cet État à entrer en relation avec d'autres États est un critère très important en matière d'indépendance et de souveraineté. Cette capacité implique que l'État doit pouvoir nouer des relations diplomatiques, conclure des accords internationaux et participer à des organisations internationales. Cette capacité, qui est un indicateur clé de l'indépendance de l'État et qui démontre un petit peu que les États soient reconnus par la communauté internationale et qu'il peut agir de manière autonome dans le cadre des relations internationales. Par exemple, les relations diplomatiques et les traités internationaux renforcent encore la légitimité et la reconnaissance des États sur l'ensemble de la scène internationale. Alors, vous avez maintenant l'indépendance, qui est l'un des piliers essentiels de la qualité d'État. Elle implique que l'État exerce une autorité suprême et autonome sur son territoire et sa population sans être soumis à une quelconque subordination ou contrôle extrême. Un État indépendant est capable de prendre ses propres décisions politiques, économiques et sociales sans ingérence de la part d'autres États ou d'autres entités ou d'entités supranationales. La souveraineté est au cœur de l'indépendance d'un État. Elle confère à l'État la capacité de légiférer, d'administrer et de juger sur son propre territoire sans indépendance. Ce territoire ne peut pas être considéré comme un État souverain. Par exemple, l'indépendance de l'Inde en 1947 a marqué la fin de la domination coloniale britannique et a établi l'Inde comme un État souverain avec la capacité de gouverner son propre territoire. La reconnaissance par d'autres États est souvent perçue comme une validation de l'indépendance de la souveraineté d'un État. Cependant, il est important de comprendre que la reconnaissance internationale, bien qu'importante, n'est pas une condition absolue pour l'existence d'un État en droit international. L'État peut exister et exercer ses fonctions sans être universellement reconnu, et vice-versa. La reconnaissance internationale peut être définie comme l'acceptation formelle par un État de l'existence d'un autre État en tant que membre de la communauté internationale. Et cette reconnaissance facilite un petit peu les relations diplomatiques, le commerce international et la coopération entre États. Par exemple, le Kosovo, il a déclaré son indépendance en 2008, bien qu'il ne soit pas reconnu par tous les membres de la communauté internationale. Il fonctionne en tant qu'État indépendant. Et il est important de noter que cette reconnaissance internationale, bien qu'elle soit un indicateur important de la légitimité d'un État, n'est pas une condition sine qua non pour sa reconnaissance en droit international. Un État peut satisfaire les critères de l'indépendance, de la population permanente, du territoire défini et du gouvernement effectif sans nécessairement obtenir une reconnaissance universelle. L'exemple du Taïwan, il fonctionne de facto comme un État indépendant avec son propre gouvernement, système économique et militaire, mais qui n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies en raison de la pression diplomatique, bien entendu, de la Chine. Cela n'empêche pas Taïwan d'entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec plusieurs pays à travers le monde. Donc, la reconnaissance, elle peut être conditionnelle, basée sur certains critères ou engagements, ou non conditionnelle, où un État est reconnu sans réserve. Les exemples de reconnaissance conditionnelle incluent des cas où des États sont reconnus sous certaines conditions de gouvernance, de respect des droits de l'homme et d'autres obligations internationales. Vous avez aussi des exemples de
création d'États, de disparition d'États, etc. L'exemple de l'Union soviétique en 91. La dissolution de l'Union soviétique est l'un des événements, parmi les événements les plus significatifs du XXe siècle. Donc en décembre 91, l'URSS a cessé d'exister, donnant naissance à 15 nouveaux États indépendants, dont la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et plusieurs autres républiques d'Asie centrale et du Caucase. Cette dissolution a été le résultat de divers facteurs, notamment l'effondrement économique, les mouvements nationalistes et la volonté de réforme politique et économique. Et de nouveaux États ont été rapidement reconnus par la communauté internationale et ont adhéré aux Nations Unies. La Yougoslavie en 91-92 est un État multinational composé de diverses républiques ethniques. Il a commencé à se désintégrer en 91. Les tensions ethniques et les aspirations nationalistes et les conflits armés ont conduit à l'éclatement de la fédération en plusieurs États indépendants, dont la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédonie, maintenant Macédonie du Nord, le Monténégro et la Serbie. Les guerres de Yougoslavie ont été marquées par des violences et des nettoyages ethniques nécessitant l'intervention internationale pour rétablir la paix et la stabilité dans la région. La dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993 est un exemple unique de séparation pacifique. Connu sous le nom de divorce de velours, ce processus a vu la Tchéquie et la Slovaquie devenir deux États indépendants après accord mutuel et sans conflit armé. Donc, la séparation a été motivée par des différences politiques et économiques entre les deux nations, chacune désirant une voie distincte vers la démocratie et le développement économique. La réunification allemande en 1990 a marqué la fin de la division de l'Allemagne en deux États distincts, la République fédérale de l'Allemagne et la République démocratique de l'Allemagne. Donc, cette division avait été une conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Et la chute du mur de Berlin en 1989, les mouvements populaires en RDA ont conduit à des négociations et finalement la réunification des deux Allemagnes en un seul État souverain sous la bannière de la République fédérale d'Allemagne. Ce processus a été soutenu par les puissances internationales et a symbolisé la fin de la guerre froide. Alors en 90 aussi, il y a le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, après des décennies de séparation des conflits sporadiques, ont fusionné pour former la République du Yémen. Cette union a été motivée par des considérations politiques, économiques et sociales, dans le but de créer un État plus fort et unifié. Cependant, les tensions internes ont persisté et le pays a connu des troubles et des conflits civils, remettant parfois en question la viabilité de cette unification. On va examiner un petit peu un certain nombre de cas spécifiques à la déclaration d'indépendance. Et en l'occurrence, la Lituanie et le Kosovo. La Lituanie, l'une des républiques soviétiques, elle a déclaré son indépendance de l'Union soviétique le 11 mars 1990. Cet acte audacieux est survenu dans le cadre de la perestroïka et de la glasnost, les réformes induites par Mikhail Gorbatchev qui ont encouragé un certain degré de libéralisation de contestation du régime communiste. Cependant, la déclaration de la Lituanie a été initialement rejetée par Moscou qui a imposé un blocus économique et menacé d'intervention militaire. La communauté internationale a réagi avec prudence à la déclaration d'indépendance de la Lituanie. Et les pays occidentaux, bien que sympathiques à la cause lituanienne, hésitaient à reconnaître immédiatement l'indépendance pour éviter de provoquer une réaction violente de l'Union soviétique. Cependant, après l'échec du coup d'État soviétique en août 1991, la reconnaissance internationale de la Lituanie s'est accélérée et le 6 septembre 1991, l'Union soviétique a reconnu l'indépendance de la Lituanie, suivie rapidement par la reconnaissance par d'autres États et son admission aux Nations Unies le 17 septembre 1991. Il y a aussi le Kosovo, qui est une province à majorité albanaise de la Serbie. Elle a déclaré son indépendance le 17 février 2008, après des années de tensions ethniques et de conflits armés. La déclaration d'indépendance est survenue après une période de supervision internationale par les Nations Unies
suite à l'intervention de l'OTAN en 1999 pour arrêter un certain nombre de violences ethniques et les violences de droits de l'homme commises par les forces serbes. La reconnaissance internationale du Kosovo a été et reste divisée. Immédiatement après la déclaration, des États clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ont reconnu le Kosovo. Cependant, plusieurs pays, y compris la Serbie, la Russie, la Chine et certains membres de l'Union européenne, comme l'Espagne et la Grèce, refusent de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Cette division a des implications significatives pour le statut international du Kosovo, son adhésion à des organisations internationales et la stabilité régionale dans les Balkans. Donc, la reconnaissance internationale est très importante pour la consolidation de l'indépendance d'un nouvel État. Et dans le cas de la Lituanie, la reconnaissance a été retardée, mais finalement universelle, facilitée par l'effondrement de l'Union soviétique. Pour le Kosovo, la reconnaissance elle est restée partielle et controversée, reflétant des tensions géopolitiques et des sensibilités ethniques persistantes. Et de là, l'importance de la reconnaissance internationale réside dans la capacité d'un État à fonctionner pleinement dans la communauté internationale, y compris la participation des organisations internationales, l'établissement des relations diplomatiques et la négociation de traités. Alors, nous allons passer maintenant pour explorer le concept de l'administration internationale des territoires. C'est un sujet d'une importance capitale car il traite de manière dont les régimes internationaux peuvent intervenir et gérer certains territoires pour diverses raisons. L'administration internationale des territoires se réfère à la gestion d'un territoire spécifique par une organisation internationale, souvent sous l'égide des Nations Unies, plutôt que par un gouvernement national. Alors cette intervention peut être justifiée par des crises humanitaires, des conflits internes, ou tout simplement la capacité d'un État à gérer efficacement son propre territoire. Les objectifs principaux sont généralement la restauration de la paix, la promotion des droits de l'homme et la mise en place de structures de gouvernance stables et démocratiques. L'application des régimes internationaux dans l'administration des territoires présente plusieurs avantages clés. Tout d'abord, ça permet de stabiliser un petit peu des régions en proie à des conflits armés ou des crises humanitaires. Donc, par exemple, l'intervention internationale, par exemple, peut faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, le maintien de l'ordre public et la protection des civils. L'administration internationale peut aussi aider à établir des institutions démocratiques et promouvoir la bonne gouvernance. Cela inclut l'organisation d'élections libres et équitables, la formation d'une police nationale respectueuse des droits de l'homme et la mise en place d'un système judiciaire impartial et efficace. Aussi, les régimes internationaux peuvent jouer un rôle très important dans la reconstruction post-conflit. Cela comprend la réhabilitation des infrastructures essentielles, la réintégration des réfugiés et des déplacés internes, la revitalisation de l'économie locale, etc. Par exemple, après les conflits en Bosnie-Herzégovine et au Timor oriental, les Nations Unies ont supervisé des efforts de reconstruction à grande échelle pour remettre ces sociétés sur pied. Il existe de nombreux exemples historiques de l'administration internationale des territoires. Vous avez le cas de Kosovo. Après l'intervention de l'OTAN en 1999, les Nations Unies ont établi la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Cette mission avait pour mandat de superviser l'administration locale, de maintenir l'ordre public et de préparer le Kosovo à l'autonomie. Le Timor oriental, donc suite à un référendum de 1999, où la population a voté pour l'indépendance vis-à-vis de l'Indonésie, les Nations Unies ont mis en place l'administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. Et cette administration, il a joué un rôle très important dans la transition vers l'indépendance totale en 2000. Il y a aussi la Namibie, en Afrique, l'ONU a également joué un rôle dans la transition de la Namibie vers l'indépendance en mettant fin, fin à en mettant fin à la transition pour une transition de la Namibie pardon en mettant donc pour l'ONU, il a joué un rôle très important en mettant fin à l'occupation de l'Afrique du Sud
et ils ont supervisé aussi les élections démocratiques de 89, 80, 90. Pardon. Et comme on vient de le montrer, les Nations Unies jouent un rôle essentiel dans la stabilisation, la gouvernance et la reconstruction des territoires, de ces territoires. Alors, les Nations Unies ont la capacité unique d'administrer des territoires dans des circonstances spécifiques, souvent en réponse à des crises humanitaires, des conflits internes ou des situations de transition politique. Donc, cette capacité repose sur plusieurs piliers juridiques institutionnels, notamment les résolutions du Conseil de sécurité, les mandats de l'Assemblée générale et des accords internationaux. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a le pouvoir d'adopter des mesures coercitives pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Donc, cela inclut la création de missions d'administration provisoire dans des territoires en crise. Et l'Assemblée générale, elle peut jouer un rôle consultatif de soutien dans ces missions. Il y a, exemple, le système de tutelle. Le système de tutelle des Nations Unies a été établi pour superviser les territoires sous mandat et les territoires non autonomes en vue de leur progression vers l'autonomie ou l'indépendance. Ce système régi par le chapitre 12 de la Charte des Nations Unies a été essentiel pour de nombreuses régions du monde au milieu du XXe siècle. L'exemple de la Namibie, anciennement sous mandat de l'Afrique du Sud, qui a été placée sous la supervision de l'ONU pour gérer cette transition vers l'indépendance. Aussi, l'exemple du Kosovo, du Timor, etc., qui ont été discutés tout à l'heure par rapport, donc ils ont été accompagnés jusqu'à l'indépendance totale. Alors, si on revient un petit peu le cas de la Namibie, anciennement connu sous le nom de Sud-Ouest africain, était un territoire qui était sous mandat de l'Afrique du Sud, administré initialement par la Société des Nations et plus tard par les Nations Unies. Ce cas est emblématique du rôle de la Nations Unies, de l'ONU, dans la transition des territoires vers l'indépendance. Alors, après la Première Guerre mondiale, le territoire de la Namibie a été confié à l'Afrique du Sud sous un mandat de la Société des Nations. Cependant, l'Afrique du Sud a refusé de se conformer aux résolutions de l'ONU visant à transférer le territoire sous la supervision de l'ONU après la dissolution de la Société des Nations. En 1966, l'Assemblée générale des Nations unies a révoqué le mandat de l'Afrique du Sud et a placé le territoire sous administration directe de l'ONU. Donc, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions, notamment la résolution 435 de 1978, qui a établi un plan de transition vers l'indépendance. Et ce plan comprenait le déploiement de la force de maintien de la paix des Nations Unies pour la période de transition. En 1989, l'ONU a supervisé les premières élections libres et équitables en Namibie qui ont conduit à l'indépendance du pays le 21 mars 1990. Cette transition a été marquée par le retour des milliers de réfugiés et par une réconciliation nationale. Alors, vous avez aussi le statut Jérusalem sous le régime international spécial. Jérusalem représente un autre exemple de tentative de mise en place d'un régime international, bien que ce projet n'ait jamais été pleinement réalisé en raison de la complexité géopolitique de la région. En 1947, la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU prévoyait la partition de la Palestine mandataire en deux États, un juif et un arabe, avec un Jérusalem placé sous un régime international spécial en tant que corpus separatum administré par l'ONU. L'objectif était de maintenir la neutralité de Jérusalem en raison de son importance religieuse et historique pour les trois grandes religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, la guerre de 1948 et la déclaration d'indépendance d'Israël ont rendu difficile l'application de la résolution 181. Jérusalem a été divisée avec la partie occidentale contrôlée par Israël et la partie orientale par la Jordanie. Malgré plusieurs résolutions ultérieures du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale appelant à la mise en place d'un régime international pour Jérusalem, les réalités politiques et les conflits récurrents ont empêché la mise en œuvre de ce projet.
Aujourd'hui, Jérusalem reste une ville contestée avec des revendications concurrentes de souveraineté par Israël et par les Palestiniens. Voilà qu'on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo sur les sujets de droit international. Nous avons abordé un certain nombre de concepts fondamentaux de la personnalité juridique internationale, examiné les critères de la qualité de l'État, et analysé quelques exemples d'administration internationale par les Nations, Unies. Donc, premièrement, pour la personnalité juridique, nous avons défini la personnalité juridique internationale, discuté son importance pour les entités étatiques et non étatiques. Nous avons également examiné comment les États, les organisations internationales, les ONG, les entreprises et les individus peuvent posséder une personnalité juridique internationale. Les États restent les principaux acteurs du droit international en raison de leur souveraineté et de leur reconnaissance mutuelle. Nous avons discuté de la Convention Montevideo 1933 ainsi que d'autres normes internationales. Nous soulignons l'importance de la population permanente, du territoire défini, du gouvernement et de la capacité d'entretenir des relations internationales. Quelques cas spécifiques, nous avons étudié un certain nombre d'exemples de création, de disparition d'États, ainsi que de déclarations d'indépendance spécifiques, comme celle de la Lituanie ou du Kosovo. Nous avons abordé aussi le rôle des Nations Unies dans l'administration des territoires, en soulignant que des cas historiques comme Namibie, Jérusalem, des exemples modernes comme le Kosovo et le Timor oriental, et ce sont des missions qui ont démontré la capacité de l'ONU à stabiliser et à reconstruire des régions en crise. Alors, à mesure que le monde continue de se globaliser un petit peu, que de nouveaux acteurs émergent sur la scène internationale, la personnalité juridique internationale et l'administration des territoires contestés resteront des sujets de grande importance. Donc, avec la multiplication des acteurs non étatiques, il est probable que la notion de personnalité juridique internationale va évoluer tout de même pour inclure plus largement les entreprises multinationales, les organisations régionales, peut-être les mouvements de libération nationale aussi et quelques mouvements de libération nationale. Et la reconnaissance des droits et devoirs de ces entités peut être formalisée davantage en réponse aux besoins croissants de coopération internationale et de gouvernance globale. Aussi, les missions d'administration internationale continueront d'être essentielles dans les zones de conflit et post-conflit. Et l'efficacité de ces missions dépendra de la capacité des institutions internationales à s'adapter aux défis complexes et changeants sur le terrain. Et donc, malgré l'émergence de ces nouveaux acteurs, les États, ils demeurent des piliers du système international. Leur souveraineté et leur reconnaissance mutuelle continueront de structurer les relations internationales et d'influencer un petit peu les dynamiques, l'ensemble des dynamiques globales.